Aïe, c'est ce que énormément redouté, c'est le retour des palabres au Paris Saint-Germain, avec l'arrivée d'Ilia Zabarny au PSG, parce que comme on le sait, il est ukrainien, et dans l'effectif du Paris Saint-Germain, il y a un Russe. Et on connaît le contexte géopolitique qui concerne ces deux pays, en l'occurrence l'Ukraine et la Russie. Alors à mon humble avis, je pense que la meilleure des solutions serait de vendre Safonov, tout simplement parce que le Paris Saint-Germain compte déjà de très bons gardiens dans ses rangs. Ils en ont recruté un récemment en Italie, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est très jeune et très prometteur. T'as Lucas Chevalier en tant que numéro 1. Mais les gars, parce que moi, le truc que je sens arriver, c'est ce qui s'est passé avec l'Olympique de Marseille, dans un contexte différent. Là, ça touche à la politique, ça touche aux convictions. C'est différent, les gars. J'ai pas envie de voir le Paris Saint-Germain se décomposer de l'intérieur. Hein. Pas comme ça en tout cas. De la même manière qu'avec l'OM, encore l'OM c'était une embrouille qui avait rien à voir avec de la politique. Là les gars, quand ça touche à la politique, c'est autre chose. On sait très bien que c'est du sérieux de part et d'autre et aucun des deux joueurs ne rigolera avec ça en fait. Et j'ai pas envie de voir dans les journaux des embrouilles évitables. On peut le dire entre ces deux joueurs qui sont Matvei Safonov et Ilia Zabarny. En espérant bien évidemment que ça prendra pas d'autres proportions parce que ça peut devenir n'importe quoi très rapidement les gars. Et le Paris Saint-Germain est désormais un grand club et ce genre de choses, on doit les éviter. Restez sobre, abonnez-vous les concentrants. Zabarny qui dit clairement qu'il évite Safonov et que leur relation ce sera jamais amicale. Donc là on a un défenseur central et un gardien du même club qui peuvent pas se voir. Déjà c'est compliqué. Et là il a fait une interview, il a clairement déclaré les gars, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel. Donc ça c'est Zabarny qui dit ça hein, à l'entraînement et je ne remplirai mes obligations envers le club. Ensuite il a dit pardon, je n'entretiens aucune relation avec les Russes. Mais est-ce qu'il comprend ou pas que Safonov c'est pas l'armée, c'est pas le général de l'armée russe hein, juste au cas où. Seule chance qu'on a au PSG c'est que Safonov il est pas numéro 1. Parce que lui, il a rien demandé, il dit rien, il est gentil avec tout le monde. Il est là, il dépanne quand il faut dépanner au goal, il fait ses matchs. En plus, à chaque fois qu'il dépanne, il fait ses matchs. Alors qu'il n'est pas titulaire, il n'a pas l'habitude, mais à chaque fois qu'il joue, il fait ses matchs. Et Zabarny qui vient d'arriver, il se permet clairement de clasher en fait, de le mettre à l'écart. Alors que lui, il vient d'arriver, même si c'est un très bon joueur et qui va très certainement être peut-être titulaire dans l'équipe, il n'a pas à se permettre de péter à la monde comme ça, Safonov. Safonov, de toute façon les gars, football et politique, ça va pas ensemble. Football, politique, guerre, les gars, c'est deux mondes à part. Donc faut faire la part des choses. Et ça, il avait pas à le dire, pas les me rien dire. Alors là, cette nuit, les Here We Go se sont enchaînés. Voici tous les gros transferts qu'il y a eu cette nuit. On commence par Donnarumma, les amis, qui a signé avec Manchester City. La visite médicale est prévue pour cet après-midi. On nous dit qu'un accord à long terme a été finalisé il y a quelques semaines. Et tout est finalisé entre les deux clubs après la signature d'Ederson à Fenerbahçe. Donc Ederson, l'ancien gardien de Manchester City, lui, il a signé avec Fenerbahçe. On enchaîne les hommes avec un autre joueur, Randal Kolo Muani. Son transfert vers la Juve a capoté. On nous dit que le Paris Saint-Germain a mis fin aux négociations après que la Juve ait procédé à de nombreux changements dans la structuration du deal. Et à la dernière minute, on apprend par Fabrizio Romano que Randal Kolo Muani est un nouveau joueur de Tottenham. Ah oui, ça part très vite. Après, attention, il y a le média L'équipe qui nous dit qu'il a aussi trouvé un accord avec Aston Villa. Et ici, on a plus confiance en Fabrizio Romano que le média L'équipe. On enchaîne les hommes avec un autre gros transfert de cette nuit, Alexander Isak. Son dossier avait pris beaucoup plus de temps que prévu, mais ça y est, il a signé avec Liverpool. Et c'est pour la belle somme de 150 millions d'euros. C'est énorme. Il faut que là, on est sur le transfert record de Première Ligue. Il n'y a jamais eu plus que ça. Ah, Liverpool, vraiment chapeau. Avec l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, voici la gueule de leur équipe. Je sais pas s'ils vont jouer désormais en 4-3-3 ou en 4-4-2. Et ce qui est sûr, c'est qu'Alexander Isak ne vient pas pour être remplaçant. Il va sûrement jouer en pointe avec Ekitike ou soit Ekitike va jouer en tant qu'ailier. On termine les hommes avec notre cher Marc Guy, l'ancien joueur du FC Barcelone. Chelsea a conclu un accord avec Sunderland pour résilier le prêt de Marc Guy. Il va donc retourner à Chelsea. Tu vois Randall, si t'avais pris la bonne décision il y a 1 mois et demi, en rejoignant Tottenham pour 65 millions d'euros, tu ne serais aujourd'hui pas dans la situation dans laquelle tu te trouves. Randal Kolo Muani va donc rejoindre Tottenham en prêt sans option d'achat, ce qui veut donc dire qu'il va quasiment passer une année pour rien en Angleterre, puisqu'à moins qu'il marque 50 buts avec Tottenham, ça m'étonnerait que Tottenham décide de faire une proposition au Paris Saint-Germain en fin de saison. Et tout ça, il le doit uniquement à son acharnement d'avoir refusé tous les clubs qui étaient venus à sa rencontre pour essayer de le recruter, car l'attaquant de l'équipe de France ne souhaitait que la Juventus. La Juventus qui depuis le départ fait les rats avec le Paris Saint-Germain sur les bonus associés au transfert de Randal Kolo Muani, pour finalement nous proposer un prêt avec une option d'achat obligatoire sur la saison 2026-2027, proposition qui avait été acceptée par le Paris Saint-Germain, mais encore une fois, la Juventus faisait encore les rats avec les bonus. Le but de la Juventus était évidemment de gagner du temps pour voir s'il ne pouvait
pas se mettre d'accord avec un autre club pour recruter un autre attaquant. Et c'est le cas puisque la Juventus s'est mis d'accord avec Leipzig pour pouvoir faire le prêt de Loris Openda, un prêt payant avec une option d'achat à 40 millions d'euros, bien loin des 55 millions d'euros qu'ils auraient dû donner au Paris Saint-Germain pour Randal Kolo Muani. Et du coup, eh bien, l'attaquant de l'équipe de France se retrouve donc dans l'obligation de choisir entre Aston Villa et Tottenham. Et visiblement, ce serait Tottenham qui aurait pris de l'avance, mais vu la situation actuelle, il n'aura donc pas de garantie sur son avenir, ne sachant pas ce qui va advenir de lui à la fin de la saison prochaine. En tant que porte-parole et représentant des supporters de Liverpool en France, je me dois de parler. Ça essaye de faire passer Liverpool pour un club qui dépense, qui tue le foot. Mais les gens oublient ce qu'on a vendu. On a acheté Frimpong, Mamardashvili, bon, on a acheté l'année dernière, mais il est venu cette année, Isaac, Wirtz, Ekitike, Kerkez et un défenseur central italien. J'ai oublié son nom. Maintenant, allons voir les ventes, puisque les gens ne parlent pas de ça. Luis Diaz au Bayern, 70 millions d'euros. Darwin Nunez à Al Hilal, 53 millions d'euros. Kwanza au Bayer Leverkusen, 35 millions d'euros. Ben Doak à Bournemouth, 23 millions d'euros. Kelleher à Brentford, 14 millions d'euros. Traître Alexander-Arnold, gratuitement. Mais le Real Madrid le voulait pour la Coupe du Monde des clubs. Du coup, on a demandé 10 millions. On a donc pris 10 millions d'euros. Tyler Morton, une dizaine de millions d'euros. Gardien de Liverpool, on l'a envoyé en prêt. On ne prend donc pas en charge son salaire. Troisième gardien de Liverpool, encore en prêt à l'Ajax. Du coup, on ne prend toujours pas en charge son salaire. Tsimikas à la Roma, envoyé en prêt. On ne prend toujours pas en charge son salaire. Et avec option d'achat. Harvey Elliott, envoyé en prêt avec obligation d'achat, 40 millions d'euros. Voilà à quoi ressemble à peu près le mercato d'été de Liverpool. 190 millions dépensés, pas 218 parce que là, ils ont compté Marc Guéhi pour 40 millions alors que ça a été échoué. On aura donc dépensé à peine 200 millions. Qui pour parler maintenant? Surtout qu'on a gagné la première ligue. 90 millions minimum. En Ligue des Champions, premier du classement, 90 millions. Donc s'il vous plaît, avant de l'ouvrir, regardez ce qui se passe derrière. Parce que c'est bien beau de voir des here we go, here we go, here we go, here we go. Mais les gars, regardez ce qu'on vend. C'est une dinguerie aussi. Comment Liverpool a géré ce mercato, c'est du jamais vu, les gars. La direction sportive de Liverpool, les gars, a géré ça d'une manière mais tellement incroyable et bien fait que je n'en reviens pas. Combien de clubs se seraient endettés, les gars? Je vous parle sérieusement. Quand Chelsea avait annoncé que Jackson coûtait 90 millions d'euros, vous avez rigolé. Eh bien, on a trouvé un acheteur. Le Bayern de München, club évidemment capable. Bah oui, eux ils font pas 50-50 au premier date. Eux ils payent cash, pistache, comme on dit. Les gars, ils ont payé 80 millions d'euros pour Jackson. Ça a utilisé des procédés machiavéliques pour les forcer à l'acheter. Alors, on leur a donné un peu, on leur a retiré, on leur a redonné. On a fait des chantages affectifs. Pour qu'au final, tout le monde soit content. Le deal à la base, Chelsea a fait capoter il n'y a même pas un jour avec Jackson. C'était un prêt de 15 millions d'euros plus une option d'achat. Là, Chelsea a changé l'option d'achat en obligation d'achat, ce qui fait que Jackson va partir déjà pour un prêt de 16 millions, plus une option d'achat de 65 millions en fin de saison qui va faire 80 millions d'euros pour Nicolas Jackson. Et en vrai, hein, arrêtez de pleurer sur le prix. Moi, je vous le dis, il y a des joueurs qui partent où Ultima 2, 85 millions et Kitike, il est parti pour 95 millions. La Bundesliga, ils ont trop mangé sur le dos de la première ligue. Du coup, maintenant, c'est au tour de la première ligue de manger sur le dos de la Bundesliga. En vrai, j'ai beau le titiller par moment, hein. Jackson, c'est un très bon joueur. C'est juste dans les 20 derniers mètres, il manque un peu de finition. J'espère qu'il va apprendre aux côtés d'Harry Kane. Parce qu'à Chelsea, il a pu apprendre de personne. Il jouait sans concurrence. D'ailleurs, signé un contrat de 5 ans. Franchement, bonne chance à toi, Jackson, là-bas. Là, tout est bien qui finit bien, tout le monde est content. Comme quoi, la phase que Chelsea avait fait, hein, elle a été bénéfique pour tout le monde au final. Lui, il a son contrat. Chelsea est bien. Et le Bayern a son joueur. Désiré, on sait que t'es doué. Tout le monde l'a vu la saison dernière, tout le monde a capté quelle était ta vibe, tout le monde a vu à quel point t'étais un joueur de génie et à quel point tu étais bien nommé, Désiré Doué. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être lâcher ce ballon, tu crois pas? Il faudrait peut-être que tu réapprennes un peu les bases que t'as appris Luis Enrique la saison dernière, à savoir grandir le terrain, ce qui veut dire que tu peux être protagoniste d'un match sans vouloir absolument avoir le ballon dans les pieds et surtout tricoter avec le ballon. La saison dernière, Désiré Doué a mis 3 mois pour être véritablement considéré par Luis Enrique comme un joueur qui pouvait impacter les matchs parce que justement il avait beaucoup de mal avec son jeu, son ballon. Et cette saison, j'ai l'impression que malheureusement nous sommes repartis sur les mêmes bases. Sur les 4 matchs qu'a joué le Paris Saint-Germain depuis le début de saison, chaque fois Désiré Doué a eu ces petites phases où il va s'enfermer tout seul, perdant le ballon à 1 contre 3 ou contre 4 parce qu'il ne la donne pas avant. Soit il décide de ne pas envoyer ses attaquants ou ses latéraux en profondeur, soit il décide de forcer avec des dribbles pour pouvoir faire la différence, alors qu'encore une fois on est sur un joueur qui n'est pas en jambes puisqu'il n'a pas fait
fait de préparation. Le talent il l'a, c'est sûr et certain, on l'a vu la saison dernière, c'est un joueur qui gagnera énormément de trophées individuels et surtout qui a la personnalité qu'il faut pour rebondir sur ce début de saison un peu mitigé. Mais par contre, qu'est-ce que c'est frustrant de le voir perdre un nombre incalculable de ballons, tout simplement parce qu'il est trop borné.